Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons comme promis pour commencer un petit retour sur les différents films Godzilla en commençant à partir de l'ère Heisei, donc l'ère qui commence en 1984 pour les Godzilla, parce qu'historiquement c'est 1989, au changement d'empereur du Japon, mais il y a une série de 7 films qui se suivent dans la saga Godzilla entre 1984 et 1995, qu'on va donc traiter les uns après les autres sur les semaines qui viennent. Nous allons donc commencer par le retour de Godzilla, réalisé par Koji Hashimoto, scénarisé par Hideichi Nagahara, avec une photographie de Katsumi Hara, une musique de Reijiro Koroku, des effets spéciaux de Teruyoshi Nakano, et au casting Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi et Shin Takuma. Alors qu'entre 1962 avec King Kong contre Godzilla et 1975 avec Terror of Mechagodzilla, il y avait eu un film par an, une pause assez longue s'enchaîne. Faut bien avouer que les résultats au box-office et donc les budgets des Godzilla étaient quand même très largement en berne depuis quelques années, malgré quelques sursauts épisodiques sur certains épisodes. Et Godzilla aussi avait pris définitivement une image de gentil, de sauveur du Japon contre d'autres monstres, avec une ambiance plutôt rigolote. C'est des films dont j'aime bien une partie, mais il faut bien admettre qu'au niveau du message qu'il pouvait y avoir derrière, on avait pas mal perdu par rapport aux premiers opus. Donc il avait été décidé de mettre la saga en pause, ça aurait pas dû durer aussi longtemps, simplement il va y avoir pas mal de problèmes dans la production du prochain épisode, pas mal de loupés, et c'est surtout l'acharnement du producteur historique de la saga, Tomoyuki Tanaka, qui va finalement payer et qui va permettre un retour de Godzilla dans une ambiance plus proche de l'original, donc plus sombre, et en ne prenant en compte absolument aucun des films, à part justement le tout premier, le Godzilla d'Ishiro Honda de 1954. Au départ, Tanaka voulait justement retrouver une partie de l'équipe originale. Il voulait Ishiro Honda à la réalisation, il avait fait donc l'original et pas mal d'autres films pendant l'ère Showa, et Akira Ikufube à la musique, parce que c'est lui qui a composé les thèmes classiques de Godzilla, et qui, pareil, a fait beaucoup de BO au cours de l'ère Showa, mais les deux refusent, estimant que Godzilla était parti dans une direction qu'ils n'appréciaient pas, ils n'étaient pas fans du travail que eux-mêmes avaient fait sur les derniers films de l'ère Showa, donc ils disent non tout net, et Tanaka est obligé de partir avec une équipe plus jeune, dont la plupart des membres travaillent pour la première fois sur Godzilla, voire pour une partie d'entre eux, c'est leur premier film un peu important. Donc un nouveau Godzilla, il n'y en a pas eu depuis 1954, celui du film d'origine, est réveillé par l'éruption d'un volcan. Il attaque d'abord un sous-marin russe puis une centrale nucléaire sur le sol japonais, et donc le gouvernement japonais va réfléchir à comment lutter contre lui, principalement grâce à l'aide de scientifiques et de journalistes. Donc c'est une base assez classique, a priori, c'est un peu ce qu'on imagine quand on pense à Godzilla, mais il faut quand même prendre en compte que, justement depuis l'original, il n'y avait eu aucun film où Godzilla était le seul monstre du film. À chaque fois, on avait adopté la formule versus, donc il avait affronté plein d'autres monstres, des fois en étant méchant, des fois en étant gentil, mais revenir à Godzilla seule menace, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 30 ans, puisque le nouveau film sort pour le trentenaire de la saga. C'est un film que je trouve globalement un peu inégal, mais il commence très bien. Il y a une première scène qui nous montre l'éveil du volcan, et ensuite il y a un groupe qui arrive sur le bateau qui a été attaqué, et qui découvre les cadavres à moitié momifiés, qui découvre des créatures étranges. Toute cette partie-là qui travaille sur une ambiance assez horrifique, est vraiment cool, et c'est un début plutôt surprenant, je m'attendais pas à ce que le film débute comme ça. Par la suite, les apparitions de Godzilla sont globalement très très bonnes, il est extrêmement bien iconisé avec un bon travail sur les couleurs, notamment l'attaque qu'il fait sur la centrale nucléaire, c'est une séquence assez inquiétante, assez intimidante, où on sent bien tout le côté pesant, tout le côté destructeur de Godzilla, et toutes les conséquences que son parcours va avoir. Par la suite, il attaque Tokyo, c'est aussi très réussi. Je suis un peu moins fan des plans sur la population, sur la panique de la population, qui, mis à part dans le final, me semble un peu plus faible et un peu moins bien intégré aux séquences de destruction avec les monstres en elles-mêmes. Il y a un plan qui m'a pas mal marqué quand Godzilla, qu'on croyait abattu, se réveille avec un gros plan sur son œil, et ce moment-là vraiment montre très bien toute la menace du monstre. Donc c'est une des grandes réussites de ce film. Thématiquement, c'est aussi un film qui se tient plutôt bien dans l'ensemble. Évidemment, il y a le thème du nucléaire. S'il y a un désir de revenir au Godzilla des origines, c'est forcément quelque chose qui va être présent. Donc là, c'est présent à travers Godzilla en lui-même qui attaque une centrale nucléaire et qui donc se nourrit de cette énergie, avec tout un message sur ces centrales qu'on croit sécurisées et qui ne le sont pas forcément tant que ça. Ça, c'est pas mal inspiré d'un incident dans une centrale nucléaire aux États-Unis, mais la centrale nucléaire qui est attaquée par Godzilla a beau être sur le sol japonais, c'est précisé que c'est une centrale américaine. Donc il y a de nouveau une accusation aussi de la présence des États-Unis.
Mais la menace du nucléaire, elle est aussi très bien marquée justement à travers l'ingérence des États-Unis et de la Russie dans le film, puisqu'il y a une scène où le Premier ministre japonais va rencontrer des émissaires de ces deux pays, donc des deux grands pays blocs de la guerre froide, et les deux pays vont tomber d'accord, vont se réunir pour dire au Japon, écoutez, là, il y a une menace qui pour l'instant est sur vous, mais par la suite, peut-être qu'elle va venir nous attaquer nous, donc soyez gentils, laissez-nous larguer une bombe nucléaire sur votre monstre, sur votre territoire, ça fera quelques victimes, mais elles seront chez vous, c'est pas bien grave. Et quand le Premier ministre, après avoir hésité, refuse cette proposition, refuse qu'on largue une bombe nucléaire sur son pays, les États-Unis comme la Russie vont se mettre d'accord pour accuser les Japonais d'être profondément égoïstes. Et dans la manière de les filmer, les deux personnages, il y a quelque chose qui les met vraiment sur un pied d'égalité, avec par exemple le Premier ministre japonais en amorce et l'émissaire américain ou russe en fond qui l'observe et qui a une attitude très menaçante. Les plans fonctionnent en miroir. Il y a vraiment une volonté de montrer le Japon un peu tout seul dans la guerre froide parce qu'il ne prend aucun des deux partis, il n'est ni du côté des Russes ni du côté des Américains, et du coup il prend des balles perdues venant des deux, qui veulent l'exploiter tout autant l'un que l'autre. C'est un message que je trouve assez intéressant, et je l'avais déjà précisé dans ma dernière vidéo sur Minus One, c'est assez récurrent de montrer le Japon comme étant seul face au reste du monde dans la saga Godzilla. Évidemment, c'est d'autant plus marquant qu'on sait très bien, en tant que spectateur, que l'arme atomique n'est pas efficace contre Godzilla et qu'au contraire, ça le renforcerait si une bombe lui était larguée dessus. Le rapport à la technologie et à la science est aussi très présent à travers deux éléments. D'une part, il y a l'arme X, qui est une sorte d'avion militaire prévu pour pouvoir lutter contre Godzilla, et qui est présentée pendant une bonne partie du film comme étant l'arme ultime, la solution à tous les problèmes de monstres, et qui va se faire détruire en fait assez rapidement par Godzilla selon l'autre vieille tradition de la saga, qui est que les forces d'autodéfense prennent cher dès qu'elles essaient de faire quelque chose. Et il y a aussi le développement d'un signal électronique qui imite les ondes émises par des oiseaux et qui permet finalement d'attirer Godzilla jusqu'à un volcan pour être réenseveli à la fin du film. Là, je vois le message, ça désire nous dire que pour lutter contre une création de la nature comme ça, il faut suivre la nature plutôt que de passer par un militarisme bête et méchant. Donc le message est encore une fois assez typique de la saga et je le trouve plutôt intéressant. Par contre, j'ai un petit problème avec cette intrigue, c'est que vraiment cette histoire d'oiseau, elle sort un peu de nulle part, elle est présente dans une scène au moment de l'attaque de la centrale atomique, où Godzilla effectivement voit son attention détournée par des oiseaux, et après presque plus personne n'en reparle avant que ça resserve pour le final, et je vois pas vraiment d'où ça sort, et comme il n'y a pas d'effort particulier pour l'intégrer, je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu dommage, d'autant que dans l'ensemble, la deuxième partie, je la trouve assez laborieuse dans ce film-là. Elle a des gros soucis de rythme, elle s'attarde sur des personnages humains qui sont vraiment pas très intéressants, notamment les personnages de journalistes, moi, m'ennuient plus qu'autre chose dans ce Godzilla-là. Donc leur destin, tous les moments où ils sont pris au milieu de la ville dans un bâtiment qui menace de s'effondrer tandis que Godzilla détruit tout à proximité, je m'en fous un peu et il y a vraiment un gros souci dans la manière de rythmer cette deuxième partie. Par contre, c'est rattrapé par la toute fin, la partie où Godzilla est justement réenvoyé dans le volcan, parce que c'est pas traité vraiment comme une victoire. Il y a une musique avec une tonalité vraiment funèbre. Les cris de Godzilla sont des cris de détresse, il y a une insistance sur le fait qu'il essaie de rester en surface, qu'il essaie de se rattraper pour survivre, et tous les personnages japonais qu'on a suivis pendant le film regardent ça avec une sorte de peine, et je trouve cette fin très réussie dans le message que ça fait passer, à savoir que oui, on peut pas vivre avec Godzilla parce qu'il détruit le monde, donc on peut pas vraiment faire avec ça, on peut pas le laisser faire, mais en même temps, c'est pas vraiment de sa faute, il est pas traité comme un méchant, c'est sa nature d'être comme ça, il a été modifié par des énergies atomiques, et il y peut rien au final. Donc il y a une sorte de pitié envers le Godzilla perdant à la fin du film que je trouve vraiment touchante. Pour parler de la musique un peu plus généralement, Reijiro Koroku fait un excellent travail, même si je le trouve moins intéressant sur les pistes qui essaient de se la jouer un peu science-fiction, qui s'intègre moins bien au reste, sinon c'est une très belle BO orchestrale, qui joue pas mal sur des ambiances horrifiques et sur des ambiances très lourdes. Il reprend pas du tout les thèmes d'Akira Ifukube, ce qui est surprenant, et par comparaison, ça fait un peu comme si un James Bond aujourd'hui n'employait pas le James Bond theme. Même si la BO était excellente, forcément ça surprendra un peu. Mais en soi, je comprends l'idée, vu qu'il y avait la volonté de faire un reboot, et qu'en plus Ifukube avait lui-même refusé de revenir sur la saga, je comprends que le compositeur ait voulu faire table rase.
Et il y a la chanson du générique de fin des Star Sisters, dont les paroles peuvent se traduire par « Au revoir Godzilla, à bientôt, prends soin de toi Godzilla mon vieil ami, sayonara, nous nous retrouverons ». Dans la mesure où Godzilla vient de détruire la moitié de Tokyo, c'est un message que je trouve un peu étrange, mais bon, c'est très bien de pas être rancunier, j'imagine que c'est plutôt une qualité. Non, plus sérieusement, c'est une chanson qui aurait bien correspondu au Godzilla de l'ère Showa, au dernier film où Godzilla était amical. Là, vu le Godzilla que ça a essayé d'installer pour cette nouvelle ère, elle fait complètement déplacée, même si en vrai je la trouve plutôt cool à écouter en dehors. Donc au final, c'est un film que j'arrive pas à mettre dans mes Godzilla favoris, malgré tous ses points d'intérêt, les problèmes de rythme me le plombent vraiment beaucoup trop, mais je le trouve intéressant dans la mesure où il ouvre l'ère Heisei qui, elle, va contenir beaucoup de bons films et beaucoup de choses intéressantes. On continuera à en parler, la prochaine fois nous passerons à Godzilla contre Biollante. En attendant, vous pouvez retrouver mes autres vidéos, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je mets tous les liens dans la description. Je fais des lives sur Twitch régulièrement, j'annonce les dates pareil sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir faire coucou. Je fais un podcast sur les adaptations de Stephen King à l'écran avec mon camarade Chris. C'est très bien, si je peux me permettre de donner mon humble avis parfaitement objectif, bien entendu, n'hésitez pas à aller l'écouter. On se retrouve bientôt. Au revoir.